C'est bon. Bon, on va pas attendre tout le monde, il y a des gens qui vont arriver en retard. Mais bon, il y a aussi des gens qui attendent sur le live. Donc tant pis, on va commencer quand même sans eux, sachant que de toute façon, la vidéo pourra être partagée et être revue par ces personnes-là. Donc on va quand même commencer parce qu'à un moment donné, de toute façon, on ne peut pas attendre tous les retardataires. Alors, les référents et membres du bureau. Oui. Brigitte, oui. C'est bon. Donc d'abord, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, cette réunion, parce que si on veut avoir une protection, comme tous les opposants politiques, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de politique, mais que de toute façon, en tout état de cause, à partir du moment où nous allons formuler des demandes, elles seront forcément politiques. Mais ce n'est pas ce que l'on peut appeler, par exemple, de la politique politicienne. Ça sera de la politique citoyenne. C'est qu'est-ce qu'on veut pour vivre mieux. On demande à ce que les plus riches, souvent, soient solidaires, parce que c'est ça le système de la solidarité en France, pour aider les plus pauvres. Donc nous, on a fait, dans le cadre de cette association, quelque chose qui est totalement similaire à ce que l'on réclame, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par solidarité, pourront faire adhérer quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Donc lorsque vous allez sur le site Hello Asso, dont j'ai mis le lien sur la page Facebook, vous verrez que chacun a la possibilité d'offrir une adhésion à quelqu'un d'autre qui n'en aurait pas les moyens. On s'est dit que finalement, il fallait que nous, on mette en place ce que l'on demande, nous, là-haut, et qu'on ne pouvait pas échapper à ça. Donc sachez que vous pouvez offrir une adhésion à quelqu'un, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, parce qu'il y en a qui ont fait des dons, de faire directement un don, ben plutôt cliquer sur la case « J'offre une adhésion à quelqu'un ». Voilà. Alors ça peut être quelqu'un que vous nommez, mais ça peut être quelqu'un que vous ne nommez pas, et à ce moment-là, on vous fera voter pour la personne qui bénéficiera de cette adhésion. D'accord? Donc là, ce sont les adhérents qui votent, bien sûr, on ne peut pas faire voter tout le monde, c'est bien les adhérents et les membres du bureau. Alors, Semper Fidelis, elle a été créée parce que ça fait 1 an qu'on est tous sur le terrain. Ça fait 1 an que malheureusement nous n'avons rien obtenu, et je dirais même pire que ça, par méprise et par provocation, notre gouvernement et le président de la République maintenant font des choses ou votent des lois qui vont être encore plus défavorables au peuple qui en a besoin. Donc cette association, il faut absolument qu'elle ait une force, qu'elle ait du poids. Comment peut-elle avoir de la force et avoir du poids? Eh bien, c'est avec le nombre d'adhésions, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Le nerf de la guerre, ça a toujours été l'argent. L'argent et le nombre. Mais attention, par le nombre, on entend aussi la qualité. La qualité, c'est-à-dire des gens qui, lorsqu'il y aura une action sur le terrain, seront là, hormis circonstances exceptionnelles, hormis personnes comme les handicapés qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, les personnes malades, les personnes âgées, ça on ne va pas leur demander ce qui est impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais que les autres puissent être là à chaque fois. Alors quelles sont les actions? Les actions qui sont prévues et les actions qui sont déjà en cours. Il y a l'action déjà en cours, vous le savez, auprès de la Cour pénale internationale, où je rassemble et j'envoie chaque semaine des nouveaux dossiers victimes devant cette Cour. Mais il y a aussi le Conseil d'État qui a été saisi pour demander la suppression de l'utilisation par les forces de l'ordre des grenades Gliev 4 de désencerclement, des lanceurs de balles de défense,
parce que notre référé avait été refusé, mais on est encore au fond, la décision n'a pas été rendue, mais aussi l'utilisation des gaz lacrymogènes. Pourquoi? Parce que c'est de l'empoisonnement à court terme et à long terme. Et là, de toute façon, Semper Fidelis organisera des conférences sur tous ces sujets sensibles qui touchent à la santé publique. Les vaccins obligatoires, par exemple. Ces gaz lacrymogènes, parce que nombreux ne sont pas informés encore de tous les effets à court terme et à long terme. À long terme, j'estime que c'est de l'empoisonnement, parce que j'ai pu voir, moi, les études qui ont été faites, j'ai pu les lire parce qu'on me les a fournies, et que je les ai fournies moi-même, d'une part au Conseil d'État, mais également devant la Cour pénale internationale. Il y a d'autres actions qui sont déjà en cours. C'est cette fameuse lettre que nous avons adressée au Conseil supérieur de la magistrature et au syndicat national de la magistrature et qui est présente sur notre page. Parce que il est aujourd'hui impossible d'avancer sans une justice saine, à mon sens. Très peu aujourd'hui de magistrats ne tombent pas dans le piège de faire une justice politique et non pas une vraie justice. Je m'en explique dans beaucoup de vidéos et en tout cas de ce point de vue-là et parce que c'est aussi mon métier, je vais continuer à faire de telles actions qui ne coûtent rien en plus à l'association puisque je prends de mon temps pour créer ces lettres et les adresser. Mais par contre, il n'est pas exclu qu'à défaut de réponse, je ne fasse pas un appel à la mobilisation devant ces institutions. Et ces mobilisations, elles se feront devant n'importe quelle institution que l'on jugera, nous adhérents, utile pour faire avancer les choses. Les actions sur le terrain, ça peut être les manifestations, les rassemblements qui ne sont pas interdits à partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais c'est aussi prendre des mesures d'urgence comme l'appel que nous avons fait déjà pour pouvoir aider les SDF, c'est-à-dire faire le travail de l'État. Nous avons des antennes un peu partout parce que nos référents viennent d'un peu partout. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est un bon départ. Ça veut dire que on va pouvoir avoir des tentacules un peu partout et drainer le plus possible les gens qui sont motivés et déterminés à faire vraiment changer quelque chose. Dernier point, avant que les membres du bureau se présentent et les référents aussi, dernier point, c'est que on sera entendu, on sera demandé à partir du moment où tous verront que nos actions sont d'une part légitimes, qu'elles respectent la loi, que nous sommes nombreux, que nous faisons vraiment des actions, parce que c'est un peu comme dans l'émission des paroles et des actes. Les paroles ne suffisent pas s'il n'y a pas les actes derrière. À la limite, je préfère que des actes purs et durs que des paroles où il n'y a après rien derrière. Il faudra aussi, dans les prochaines conférences, je pense sensibiliser les gens à ne plus voter comme avant. C'est-à-dire arrêter de vouloir voter pour celui qui aura le plus beau costume et le plus beau discours. Parce qu'on le sait, les beaux costumes et les beaux discours ne font pas de bonnes personnes représentatives de l'État, ou de bons présidents, ou de bons ministres. Ça, il faut arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Les actes qui ont été faits par ces personnes. Qu'est-ce qui empêche les pouvoirs publics, les personnes en tout cas qui représentent l'État, de descendre dans la rue et de faire des actions? Pourquoi eux ne le feraient pas? C'est leur job après tout. À chaque fois, on inverse les rôles. On nous dit, mais dites-nous ce que vous voulez. Non, c'est vous qui travaillez pour nous. On vous paye pour ça. C'est à vous de nous dire ce que vous allez faire concrètement pour que chacun vive mieux. Et non pas à nous, à chaque fois, de dire on veut ça ou on voudrait que ce soit fait comme ça. Alors, ils veulent des propositions, on leur en fera, mais sans perdre de vue que c'est eux qui bossent pour nous, c'est pas à nous de bosser pour eux. Donc, quelqu'un qui a du cœur et qui fait des actes, c'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus légitime que celui qui porte un costume
qui a de beaux discours ou qui est un bon orateur. Vous avez l'exemple de Coluche et Balavoine. Les gens les ont portés dans leur cœur. Les gens les ont soutenus. Les gens les ont écoutés. Pourquoi? Pas parce qu'ils avaient leur costume et de beaux discours, mais parce que, au-delà des discours humains qu'ils portaient, les actes arrivaient derrière. Et il faudrait essayer de redonner confiance au peuple français en des personnes comme ça. Et arrêter de vouloir toujours avoir des politiques politiciennes et avec des personnes qui portent un costume et qui tiennent des beaux discours et qui vont être payées à ne rien faire, voire même à vous mépriser et vous rendre la vie encore plus difficile. Je vais donc donner la parole à Brigitte, qui est membre du bureau. Elle va vous dire quel est son rôle. Alors bonjour tout le monde, moi je suis donc Brigitte de Beaucaire. Je suis une petite gilet jaune comme on dirait, donc pas la gilet jaune lésée. Beaucoup comprendront pourquoi je dis ça. Je vais occuper le poste de secrétaire que je vais essayer, je vais faire dans la transparence totale. J'ai rejoint Saint-Père Fidélis parce que je cautionnais tout ce que Sophia voulait lancer, parce que depuis des mois, c'était Sophia que je suivais, et je me suis dit, bon ben c'est le moment, allez, on fonce, on y va, on en a parlé, elle m'a dit oui. Donc voilà, ben, la petite gilet jaune, elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour Saint-Père Fidélis, pour vous, pour tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un petit couac, parce qu'on en a eu au début, comme tous les débuts. On a eu les couacs au niveau un peu du PayPal, un peu du site, tout ça va aller beaucoup mieux, tout ça est bien sur les roues. On a le compte en banque, on a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai là. Et on y va. Et c'est à Daniel. Alors moi je me présente, Daniel Sergi, je suis né à Lyon. Je travaille dans la même boîte depuis 30 ans. J'étais toujours contre la justice depuis ma tendre enfance, parce que j'ai vu mon père travailler très dur, il a réussi, il n'a pas profité. Ma mère elle est à la retraite, petite retraite. Quand j'ai trouvé le mouvement des Gilets jaunes, je me suis retrouvé dedans. C'est un mouvement que j'y croyais dur comme faire que le jour ou l'autre allait naître. Il est là, depuis un an. Depuis un an, ouais, c'est aujourd'hui. Et alors j'ai rejoint cette personne. Dans votre coin, dans votre région. Donc on peut commencer par Daniel, comme ça on... Daniel, Orange, donc beaucoup me connaissent. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Il y a mon mail, mon téléphone, donc toujours prêt. Toujours prêt, et d'ailleurs, après notre appel pour les sans-abri, aujourd'hui, Daniel a déjà rapatrié des vêtements, des couvertures qu'il a déposés aujourd'hui. Je viens de Nice, j'ai 61. C'est catastrophique au niveau de la finance, d'ici à un court terme, parce que nos oligarques sont menés par des forces, on va dire, obscures. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il faut abattre. C'est pas en fait, Macron est un simple pantin de la finance. C'est pas l'homme en tant que tel que je renie, c'est le système en lui-même. Voilà. Donc nous de notre côté à Nice, on a parlé de dons, de couverture, etc. Nous on est déjà rodés si vous voulez, ça fait plus de 6 mois qu'on a 2 personnes, une qui s'appelle Paquita Bonillo, qui fait des lives 3 fois par semaine. Il y a une maraude qui est organisée tous les jeudis soirs depuis 6 mois. Le système est très très au point puisqu'il y a des dons qui sont faits par des gens auprès de Carrefour Drive. Le jeudi matin, les gens de la maraude du 06 vont les recueillir. Et l'après-midi, ils préparent l'été, des sandwichs, des choses comme ça. Là, l'hiver, ce sont des soupes lyophilisées, du chaud. Et il y a une distribution qui est faite non seulement par les piétons, mais également par les motards dans le 06. Voilà, donc là c'est un système, si vous voulez rentrer en contact avec la personne dont je vous ai donné le nom, Paquita Bonillo, n'hésitez pas à me contacter. Moi aussi, mon adresse mail, mon téléphone sont disponibles. Merci. Alors tous les référents ne sont pas là. Je crois qu'il y en a une qui vient d'arriver, donc on va lui laisser la parole. Nous avons d'autres référents qui n'ont pas pu venir. Et il y en a un justement qui est à la marche je crois que c'est Valenciennes, Ouais. de Valenciennes.
Bien sûr, nous l'avons invité plutôt à aller à la marche plutôt qu'à assister à la réunion parce qu'il y en aura d'autres. Donc on va juste laisser la référente du 0726 se présenter pour que les gens puissent se rapprocher de toi s'il y a des questions, s'il y a des couvertures aussi, exactement pour l'appel qu'on a fait. Ok. Donc je m'appelle Sylvaine, je suis référente pour l'Ardèche et la Drôme. Et je suis gilet jaune en Ardèche. Et alors pour les couvertures, nous on a aussi un appel pour donner de l'Eutei. Donc s'il y a des gens qui ont des couvertures à donner, parce qu'on a l'Eutei qui a eu un séisme. Donc toute couverture et même éventuellement s'il y a des gens qui ont des vêtements pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de besoin là-bas. Voilà, excusez-moi. Ensuite, il faut voir si déjà il y a des personnes qui ont des questions dans la salle qui soient bien ciblées, parce que nous, la présentation, forcément, elle est générale. Et à ce moment-là, on est à l'écoute, que ce soit aussi, si vous avez des questions sur les actions, notamment au niveau économique à mener. Parce que nous avons quand même la chance d'avoir un économiste parmi les référents, et d'avoir aussi des membres du bureau et d'autres référents qui ont de bonnes idées aussi pour le terrain. Et que l'on soumettra au vote des adhérents. À Drôme-Ardèche, il y a Vendredi Noir, vendredi prochain, il y a Vendredi Noir, et des actions qui sont prévues alors, pour l'association, je ne sais pas, pour les Gilets jaunes, c'est sûr, sur le dépôt Amazon de Montélimar, donc à voir. D'accord. Voilà, pour la Drôme-Ardèche, il y a le dépôt Amazon pour le Vendredi Noir. D'accord. Alors, il y aura aussi des actions terrain qui seront menées, mais dont on ne parle pas dans les réunions, ni dans les conférences. Ça, on pourra toujours se voir entre nous, il n'y a pas de souci. Là, comme je disais, c'est une présentation générale, mais vos questions peuvent être beaucoup plus précises. Alors, quand même, une petite précision. La création de cette association, pour ma part, c'est parce qu'elle touche aussi beaucoup le système judiciaire, parce qu'il me semble que c'est vraiment un système qu'il faut réformer, mais un système qu'il faut bouger, remuer, éclairer, parce que s'il n'y avait pas tant de répression et pas tant de jugements défavorables, même lorsqu'il n'y a pas d'éléments pour condamner tel ou tel citoyen qui a manifesté, ou gilets jaunes pour parler des gilets jaunes, nous en serions peut-être pas là, parce que je pense que vous avez bien compris qu'avec la violence et avec les condamnations, c'est avec ça qu'ils font fuir les manifestants et que l'on est moins nombreux. Il ne faut pas se voiler la face. Mais qu'à aucun moment, je n'entends me présenter où que ce soit. Voilà. Je n'entends pas me présenter à une quelconque élection. Donc c'est vraiment pour moi le poste de présidente pour le moment dans l'association Saint-Père Fidelis. Donc lorsque je parlais tout à l'heure des gens qui pourraient être invités par des médias, jamais le demander, toujours être invité pour pouvoir dire ce que l'on a à dire, et s'ils ne sont pas contents, on quitte le plateau, ça ne sera pas forcément toujours la même personne qui ira. On pourra voter pour qui ira dire telle ou telle chose devant le média qui nous aura invités. Mais ça ne sera pas Sophia Albert-Salméron qui, elle, ira sur les plateaux télé ou dans les radios. Non, c'est pas fait pour ça. Je ne l'ai pas créé pour me mettre particulièrement en avant. Je crois que je n'avais pas besoin de l'association Saint-Père Fidelis. J'aurais fait des lives en tant qu'avocate, je pense que ça aurait très très bien marché. Mais voilà, ma vie, c'est pas faire des lives tous les jours. C'est faire autre chose, c'est agir sur le terrain et agir devant les institutions. Donc pour les questions, je reste ouverte, même les membres du bureau, ou ça peut être des questions aux référents aussi. Ça vient pas comme ça. Non mais c'est normal, c'est normal. Moi j'aurais une question. Oui. Juste sur l'organisation, ce ne sera pas tout le monde samedi Non, non. Ça, Surtout le samedi après-midi. c'est ça, pas possible.
ça ne sera pas toujours le samedi. C'est vrai que cette réunion, il fallait qu'elle intervienne assez tôt, parce qu'il y a déjà des adhérents, et donc il leur fallait au moins une première réunion après leur adhésion, c'était le minimum requis. Et puis on a essayé, et c'est ce qu'on a fait, de ne pas faire ça le jour des 1 an des manifestants Gilets jaunes, et de ne pas faire ça non plus la semaine où il y aura le 5 décembre, donc cet appel à la mobilisation générale. Donc cette date-là aujourd'hui, c'était pas mal à notre sens, et puis l'association, ça va pas être non plus vous dire aller dans les manifs tous les samedis. Après, chacun est libre d'y aller. Mais si on peut trouver des créneaux qui arrangent tout le monde pour les prochaines réunions et conférences, hors samedi, il est évident qu'on les organisera hors samedi. On essaiera de garder le dimanche, parce qu'il me semble que le dimanche, c'est important, d'une part pour se ressourcer, mais c'est important pour être avec nos proches. Je sais qu'il y a eu, et là, en tant qu'avocate, et Farid peut-être l'a déjà vu, parce que mon confrère est là aussi aujourd'hui, qui a été autant mobilisé que moi pour la défense des intérêts des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Des gens se sont fait même enlever leurs enfants. Parce qu'on estimait que des mères qui étaient dans les ronds-points les samedis, dimanches, donc ne s'occupaient pas de leurs enfants. Donc nous, on n'appellera pas les réunions le dimanche, parce qu'on respecte et parce que c'est important, la famille, et c'est important de se ressourcer. Voilà. Il y a une personne qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est Julian Assange. Oui, tout à fait. Vous pouvez penser, parce que c'est vrai qu'il a fait énormément, et là, il est dans les oubliettes, quoi. Oui, quand je dis oubliettes, il est en prison, mais c'est pas drôle pour lui. Oui. D'ailleurs, on va faire circuler, ben vous l'avez, on vous a imprimé une liste de doléances, et on veut votre avis sur ce que vous souhaiteriez que l'association fasse, mais surtout ce qu'elle fasse en priorité. On sait que tous les sujets sont importants, mais il faut commencer par des priorités. Saint-Père Fidélis n'est pas là pour vous mentir et vous dire que dans la semaine on a tout réglé. Non, mais par contre on va commencer par les sujets les plus importants. Et c'est là qu'on vous proposera ensuite les idées des membres du bureau, des référents, mais aussi des adhérents. Et à ce moment-là, on fera un vote sur l'action qui sera la plus judicieuse à mener. Voilà, vous pouvez, là qui commence à le remplir, c'est très bien. Farid, est-ce que tu veux prendre la parole ou peut-être profiter? Pas forcément, mais je vais Oui, voilà. Je te remercie déjà pour l'invitation, Sophia. Tu es toujours invité, Farid. Pas besoin d'invitation. Hein. Je sais, je te remercie. Effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut bouger le système judiciaire en France. Il va falloir lutter dans les mois qui viennent pour obtenir qu'il y ait une amnistie des Gilets jaunes qui ont été salis par la justice, parce que mettre dans le casier judiciaire une condamnation alors que vous n'avez fait que manifester, on a réprimé des gens qui ont que manifesté. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'assistais Marion qui était poursuivie, alors que ce jour-là, je crois qu'elle n'était même pas sur le rond-point. Soi-disant, elle aurait bloqué un entrepôt, elle n'était même pas là. Elle travaillait, en plus elle travaillait chez les pompiers. Donc il y a eu ces dernières semaines, ou ces derniers mois, ça fait 12 mois, un an de combat et de lutte. Moi je tire mon chapeau aux Gilets jaunes. Je suis allé la dernière fois sur le rond-point, il faisait encore froid. L'an dernier on s'est gelé, les gens se sont gelés. Et ils ont été courageux et ils ont revendiqué, ils ont maintenu la pression sur ce pouvoir, mais ce pouvoir a tout fait pour mettre en garde à vue les gens. Il y a eu plus de 12 000 gardes à vue, c'est énorme. Quand on parle de la Turquie, on parle de la Turquie en disant que c'est pas une démocratie, mais la Turquie aussi a mis plus de 10 000 personnes en garde à vue. Mais les médias BFM disent vous avez vu, c'est pas une démocratie, mais nous on est quoi alors dans ce cas-là? Si on met plus de 10 000 personnes en garde à vue,
plus de 3000 personnes qui passent devant les juridictions, plus de 1000 peines fermes pour des gens qui ont des casiers vierges. Il y a Adrien et Manu qui seront convoqués à la cour d'appel parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait une vidéo où ils ont dit que c'était pas possible que Denis soit mort, que le jeune mort, ils n'étaient pas contents, et ils ont dit que c'était la faute des gendarmes. Alors là, c'est extraordinaire. Donc on a fiché S aussi un certain nombre de gilets jaunes, et ça c'est inadmissible parce que pour lutter contre une fiche S, c'est impossible. Il n'y a pas de système pour revenir en arrière. Et quand vous allez dans un aéroport, quand vous voyagez, vous êtes systématiquement arrêté pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, où on vous interroge pourquoi vous allez dans tel pays, pourquoi vous allez, etc. Donc les fichiers S, il y a beaucoup de gilets jaunes parmi nous qui sont fichiers S aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que ils se sont mobilisés contre les pouvoirs publics. Toi d'ailleurs, j'ai vu ta photo chez les CRS. La dernière fois au tribunal, Gérard... Ils m'ont pris mon passeport pendant un quart d'heure. Voilà, donc ils cherchaient... Ils avaient... Il y avait un procès, je sais plus c'était le procès de Roland. Ils avaient les photos des gens, et dont Gérard. Bon, Gérard, on sait très bien qu'il est dangereux. Voilà, ça se voit d'ailleurs. Voilà. Je redirais, je cours moins vite, mais je crie plus fort. Non mais c'est pour dire, quand on voit Gérard et quand on voit que c'est quelqu'un de pacifiste, qu'il est juste là pour manifester, qui revendique les droits et qui défend, qui lutte contre l'injustice sociale, qu'on ait sa photo et que les CRS aient sa photo et qu'on le recherche et qu'on le contrôle, c'est quoi? On est dans quel pays? On se moque des pays du Sud et des républiques bananières, mais on est plus que dans une république bananière aujourd'hui. On est face à un pouvoir qui est aux abois, et la seule façon, c'est de mettre la pression sur les citoyens qui se mobilisent et de faire en sorte qu'on ne participe pas aux élections. Donc, pourquoi ils sont au pouvoir? C'est qu'on ne participe pas. Le jour où le peuple se lèvera pour dire, ben voilà, nous on vote, mais on vote pas pour vous, on vote pour les vrais citoyens, pour ceux qui veulent défendre les citoyens, pas pour les beaux costumes de marque, etc. On vote pour les idées, et on vote pour des gens qui portent le peuple, qui portent la parole du peuple. Quand les gens seront comme ça, et se diront, ben, on vote bien... Oui, donc il vaut mieux être fiché S Semper Fidelis alors. Voilà. Alors oui, ce qui est important et que j'ai oublié de dire, c'est que Semper Fidelis n'a pas forcément vocation à rester seul comme association. Nous, on prône la convergence, mais il est évident qu'on ne prône pas non plus la convergence avec n'importe qui ou n'importe quoi si on parle de collectif, d'organismes et d'associations. Donc ça veut dire que Semper Fidelis devra être très vigilante sur l'objet, par exemple, d'une association qui voudrait converger avec nous, pour être sûr que ça correspond aux valeurs de Semper Fidelis aussi, et ne pas se faire avoir. Après, vous me direz, se faire avoir, on pourra se faire avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures. On peut ensuite dire non, comme on a dit oui au départ. On peut se désolidariser, mais c'est de ne pas rester seul. On ne veut pas que tout le monde entier soit Semper Fidelis. Non. Par contre, converger avec des collectifs, des associations qui ont déjà des membres et qui ont les mêmes valeurs que nous, ben, forcément, ça va nous rendre encore plus forts. Et surtout, les sujets seront beaucoup plus divers et variés. Bonjour Abdel, qui a une association, je crois aussi. C'est une association que tu as, Abdel, c'est bien ça. Une association un peu classique, un peu de quartier, là, sur la lutte essentiellement tournée autour du quartier, ben, l'égalité, la justice, la dignité. Ce qu'il y avait un peu au mouvement des Gilets jaunes. Voilà. C'est un peu ça. Donc excusez-moi, j'arrive en retard, je finis le travail. Non, mais c'est... mais c'est ça le peuple. C'est ça le peuple. Eh oui, c'est ceux qui font comme ils peuvent pour venir, ceux qui vont arriver en retard parce qu'ils avaient des impératifs avant, ceux qui ont bossé jusqu'à maintenant et qui sont vite venus et parfois même qui n'ont même pas déjeuné. Voilà, on est vraiment loin des politiques, mais c'est ce qu'on veut, on s'en fiche. Nous, on veut être humains.
Vous savez, j'avais eu une interview avec RT France. Donc quand ils ont fait le montage, ils ont pris vraiment les phrases bien, les postures bien, etc. Alors qu'il y a eu des couacs. Enfin, quand je dis des couacs, c'est des fois un mot mal exprimé, je me suis reprise, etc. Tout ça, ils avaient coupé. En plus, après, ils me l'ont envoyé en brut. Mais moi, je l'ai publié en brut. Pourquoi essayer des couacs quand je parle? Je me reprends, ou alors... Si je n'ai pas fait attention, ben tant pis, c'est quelqu'un d'autre qui me reprendra. Mais je m'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est être humain. Avoir un discours humain, avoir des actes humanistes. Donc, il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Et donc, Abdel, c'est très bien. Le principal, c'est que tu sois arrivé avec tes propres impératifs aussi. Et voilà, on ne cherche pas la perfection, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Eux pensent qu'il n'y a plus de seule hausse d'humanité. Du coup, pour le coup, à force de vouloir être des robots, eh ben, il n'y a plus une hausse d'humanité en eux. Voilà. Pas de questions vraiment sur l'assaut, les actions Qu'est-ce que tu prévois par rapport au 5 décembre et la suite? Alors, pour le 5 décembre, on a mis un post sur la page parce que j'avais rendez-vous hier. Vous savez qu'on a eu beaucoup de mal à trouver une banque qui ouvre le compte associatif. On a enfin trouvé, oui, on n'avait que des rejets par rapport à l'objet social. Opposant politique actuel, alors ça ne passait pas, y compris ma propre banque où j'ai mon cabinet et avec laquelle je n'ai aucun souci. Votre association, Maître Albert, c'est pas possible. Hier, on a enfin trouvé, on a pu ouvrir le compte. Donc, les choses vont enfin pouvoir se décanter parce qu'en plus, on avait des règlements par chèque qu'on n'avait pas pu encaisser parce qu'on n'avait rien. Pour l'assurance, donc du coup, j'ai pu en discuter qu'hier à l'ouverture du compte, on doit faire une proposition d'assurance pour les membres du bureau, pour l'association elle-même, personne morale, et pour ses adhérents lors des actions. Mais ça veut dire que pour le 5, on n'est pas encore assuré. Donc chacun fait selon ses propres aspirations, ses propres envies, ses propres motivations. Mais l'association personne morale ne pouvait pas faire un appel à cette convergence parce qu'en cas d'accident, on n'aurait pas pu couvrir les frais relatifs à ces incidents-là. Un adhérent blessé, pas possible. L'association, elle n'a pas encore les épaules financières pour pouvoir vous aider. S'il y a par exemple une incapacité de travail, pouvoir vous donner le supplément des indemnités, etc. etc. Donc là, c'est vraiment par rapport au côté financier qu'on ne pouvait pas faire cet appel à la convergence, mais au nom de l'association. Ensuite, il est évident que chacun va prendre sa décision. Moi, en tant que citoyenne et non pas en tant que présidente, je suis pour aller manifester, bien sûr. Et puis après, chacun fera ce que bon lui semble. Mais l'association de personnes morales, pour les motifs que je viens de vous exposer, ne pouvait pas faire un appel. Et c'est ce qu'on a expliqué sur la page. C'était vraiment pour des questions de couverture en assurance. D'ailleurs, qui va y aller? Qui veut aller manifester? Voilà. Donc on est bien d'accord, c'est un peu ce qu'on a quand même envie de faire parce qu'il nous semble que le 5 décembre c'est important. Maintenant, moi, ma grande peur, ben, on le sait, c'est celle que vous avez tous, c'est encore nos blessés, les personnes interpellées, passées en garde à vue, vont faire l'objet de comparution immédiate, qui même s'ils demandent un délai pour préparer leur défense vont être certainement lourdement condamnés. Abdel en a fait les frais, parce que lorsque je vois, par exemple, que ce policier qui a jeté le pavé, la peine n'a pas été prononcée, il me semble, mais il a été requis. Non, c'est des réquisitions, c'est pas une peine. Il a été requis 3 mois avec sursis. Abdel, je connais son affaire, lui, il a été incarcéré, mandat de dépôt.
Oui, donc ça c'est un monde. C'est un Moi, monde. soi-disant, ce sera une parole. Voilà. Juste pour s'être exprimé dans un poste de position. T'as pas balancé le pavé. Voilà, donc, alors il ne faut pas oublier que, en votre qualité d'opposant politique, vous bénéficiez de la protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de convocation par procès verbal pour les adhérents. Il ne peut pas y avoir de comparution immédiate pour les adhérents. D'accord? Et surtout, ce que nous, on veut remettre à l'honneur avec cette lettre adressée aux magistrats et à leur conseil supérieur et à leur syndicat national, c'est que l'article 430 du Code de procédure pénale n'est pas appliqué. C'est quoi cet article? C'est simplement un article qui dit que les procès-verbaux des policiers, des gendarmes, ne font foi qu'à titre de simple renseignement. Que font les magistrats? Ils disent non, non, ça c'est jusqu'à preuve contraire. Donc déjà, c'est pas vrai, on a des jurisprudences. Et on a surtout cet article qui est clair, même l'article suivant, 431. Mais il y a pire encore, il y en a qui disent, mais même avec la preuve contraire, non, non, force irréfragable. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que les enquêteurs ont écrit sur le procès verbal. Il en a fait les frais, Daniel. Et ça, c'est pas la loi, c'est pas la jurisprudence. Donc, on voit bien que ce sont des décisions politiques. Ça veut dire, et c'est ce que je disais justement devant les caméras de RT France, c'est qu'il y a une présomption d'honnêteté pour les policiers et gendarmes qui rédigent ces procès-verbaux ou qui se constituent partie civile en qualité de victime, qui disent avoir reçu des coups ou avoir été outragés ou injuriés, mais qu'il y a une présomption de culpabilité pour les prévenus, alors que normalement, le doute doit leur profiter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où le policier dit « moi j'ai été outragé, injurié » ou j'ai été violenté, même si vous arrivez avec des témoignages, même si vous avez des vidéos contraires, vous êtes quand même condamné. Et c'est ça que j'ai écrit sur cette lettre. J'ai fait état de la loi et de la jurisprudence actuelle, et j'ai dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc c'est bien des décisions de justice politiques, et non pas judiciaires. Donc c'est alerter le plus grand nombre et faire des actions aussi à ce sujet, parce que la justice, c'est le vrai problème aussi aujourd'hui pour les manifestants. Parce que la police soit aux ordres des gouvernants, d'accord, allez, il va se passer des tas de choses sur les manifestations, c'est ce qui se passe. Mais qu'arriver devant la barre, on soit condamné d'office, ça c'est pas normal, ça c'est encore autre chose. Voilà. Parce que les magistrats, normalement, eux, sont indépendants, les magistrats du siège, ils ne reçoivent pas d'ordre de l'exécutif. Donc autant on peut dire, les forces de l'ordre, bon allez, elles écoutent leur chef, bon allez, on fait fi de tout le reste, même si on n'est pas d'accord. Mais les magistrats, ça par contre, c'est pas normal, et on ne doit pas se laisser faire. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de justice non plus, il n'y a plus rien. On est vraiment dans une dictature. La dictature, c'est les gouvernants qui ont tous les pouvoirs entre leurs mains et qui dictent ce que un tel et un tel vont faire. Vont faire de qui? De vous, les citoyens. Voilà. Et des décisions comme ça, on en a des centaines et des milliers. Puis même indépendamment du côté justice, il y a la déclaration du préfet allemand à Paris, donc il a dit on n'est pas dans le même camp. C'est tout à fait. Ça rejoint exactement, c'est une synthèse totale de tout ce que tu exprimes et de tout ce qu'on ressent nous tous. Alors après, c'est peut-être par rapport à son nom, l'allemand. Ouais. J'espère qu'il a parlé d'amalgame avec les camps de concentration quand il a dit le mot camp. Ouais. Voilà. Alors l'allemand, camp, on peut s'interroger. Non, là il parlait bien du camp des gilets jaunes, mais peut-être parlait-il aussi du camp des manifestations, où il y a des gardes à vue en plein air, et où il y a finalement du gaz, parce que on revient encore à cette histoire de gaz, où les gens sont nassés,
est gazé et donc ils sont exposés longuement sous ces gaz. Donc peut-être que c'était pas si anodin que ça, peut-être que c'était encore de la provocation, le mot camp venant de l'allemand. On aime bien faire des jeux de mots, nous aussi, les gilets jaunes. Voilà. Oui. Il est dans le même camp que ceux qui ont mis les gens dans les wagons en 40. Je peux en parler parce que mon père, c'est aussi pour ça que je suis là. Il n'était pas juif, je précise, c'est pas la question. Et donc, je pense que ce monsieur pourrait s'appeler Bosch au lieu d'allemand, mais enfin, on ne va pas ranimer les vieilles querelles d'autrefois. Et je voudrais rajouter, pour paraphraser Clémenceau, Ils rencontreront encore les manifestants, gilets jaunes ou non, parce qu'il n'y a pas que des manifestants gilets jaunes, hein, et il ne faut pas se voiler la face. Il y a des manifestants citoyens qui ne veulent pas porter des gilets. C'est déjà ce qui se passait parce que Farid, mon confrère et moi, on n'est pas dans la profession depuis un an, on est depuis plusieurs années. Et c'est ce qui se passait déjà avec les jeunes de quartier au Paris-B. Ah oui, c'est pas nouveau. Et comme dans les manifestations, il y a ceux qui cassent vraiment, qui ne veulent rien entendre, il y a des voyous. Et comme il y a des voyous sur les manifestations, ceux qui sont traités comme tels, et On a un président de la République qui s'aperçoit par le cinéma, qui s'émeut par le cinéma de ce qui se passe dans les quartiers. Les Misérables, alors qu'il est président depuis 2 ans quand même, ça fait doucement rire. Il est ému parce que par le cinéma, il n'est pas ému par ce qui se passe réellement dans les quartiers. Et les flashballs, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont dans les quartiers. C'est vrai que pour les gilets jaunes, ils se sont entraînés avant. ah non, mais bien sûr, Mais ils se sont entraînés aussi sur les C'est mieux là. Ils se sont entraînés à la loi travail aussi. À la loi travail, ils se sont entraînés. C'est pour ça qu'ils sont allés aussi bien là-bas. J'ai commencé par les quartiers, Moi j'ai l'image qui est bonne. Maintenant, ils font bien tout ce qui est gaz, etc. Ils sont beaucoup faire. Et j'ai un président qui s'émeut par le cinéma de ce qui se passe dans les quartiers. Alors ça se passe depuis 30 ans. Moi, je suis née en région parisienne, donc il y a 20 ans, quand j'étais en région parisienne, c'était pareil, c'était même moins pire. Qui s'en aperçoivent maintenant, ça fait peur quand même. Puis il faut, vous voyez que même à ce niveau-là, il faut changer la mentalité, j'en reviens encore à la justice à chaque fois. Il faut changer la mentalité des magistrats. Les magistrats, certains sont complètement aveugles, ou veulent bien l'être, hein, parce que quand j'assistais moi des jeunes de quartier devant le tribunal, si le jeune il n'avait pas une super tenue, vous savez, il a droit comme ça, comme un i, ou parce qu'il s'exprimait un peu lui, plutôt que de se taire, parce qu'attention, il faut se taire devant les magistrats, alors que normalement on a la parole, on est quand même les premiers sur la scène, on est prévenus et on risque de rentrer en prison. Mais que juste par la posture, ou parce qu'on a dit 3 mots, on dit, ah ben alors, il a forcément fait les faits qu'on lui a reproché. Pourquoi? Parce qu'il a une grande gueule, le petit. Oh, ça me plaît pas. T'as une grande gueule, tu vas faire de la tôle, toi, tu vas voir, ça va te calmer. C'est inacceptable. Hein. Ou parce qu'ils ne se tiennent pas droit à un moment donné. Tenez-vous comme si, ou levez votre blouson. Mais on n'est plus face à des magistrats. On est face à des donneurs de leçons. Mais qui sont-ils pour nous donner des leçons? Est-ce qu'ils ont vécu ce que ce jeune a vécu? Est-ce qu'il est dans la situation de ce jeune? Est-ce qu'il crève la dalle comme ce jeune? Est-ce qu'il cherche du boulot depuis 10 ans comme ce jeune? Est-ce qu'ils ont perdu un frère dans le quartier parce qu'il y en a peut-être un voyou qui lui a tiré dessus pour une poignée ou pour une barrette de shit? Est-ce qu'il est dans cette situation-là, le magistrat? Non. Oui, mais ça veut dire que finalement, on a des gens qui nous jugent qui sont pareils que ceux que l'on dénonce de là-haut, que nos gouvernants, ce sont les mêmes. Les mêmes. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Je pense que moi aussi, je suis pour la suppression de l'École nationale de la magistrature. On est bien d'accord, Farid, je vois que tu l'es aussi. Parce que là-bas, c'est des cases, des corporations. Il y a des gens bien qui arrivent, qui disent, voilà, moi, je veux vraiment être comme ça et comme ça, mais quand ils en sortent, c'est terminé. On les a formatés. On les a formatés en disant, vous êtes la toute-puissance. Vous êtes puissant. Vous êtes grand.
vos décisions, vous vous rendez compte de le pouvoir que vous avez entre les mains et ça leur monte à la tête. Ça leur monte à la tête. Et ensuite, ils ne font plus de la justice humaine, ils font de la justice politicienne, mais en plus de la justice inhumaine. C'est... Hein, on regarde, ah ben oui, alors lui, il est arabe, il vient du quartier, il avait une barrette de shit, mais il est mort lui. Déjà, dans l'esprit de ces magistrats-là, il est déjà condamné. Il est déjà condamné. C'est pas une justice, ça. Moi, j'ai vu une. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. J'ai vu la situation justement changer du regard des quartiers. Au départ, les quartiers regardaient les gilets jaunes vraiment comme qu'ils y aillent morfler un peu les Français. Parce que pendant longtemps, les quartiers, jusqu'à maintenant, on a une espèce d'arrière-goût de dire quand nous on a été au front, quand on s'est réveillé, quand la France brûlait, mais il n'y avait pas les Français, tous les Français quoi. Et du coup, la première réflexe a été de dire, allez voir un peu ce qu'on vit. Et ça a duré un petit moment, mais j'ai vu petit à petit changer. Pourquoi? Parce qu'au quartier, malgré tout ce qu'on peut dire sur le quartier, il y a beaucoup de sensibilité. Et quand ils ont vu tous ces gens perdre des yeux, perdre des mains, quand ils ont vu ces gens surtout face à l'ennemi qu'ils déclarent depuis longtemps, c'est-à-dire la police, cette police violente, pas tous les policiers, mais en tout cas celle-là, là ils ont commencé à se dire, mais finalement ils sont un peu avec nous. Et donc moi j'ai vu un basculement de beaucoup de gens du quartier avoir de la sympathie pour les gilets jaunes, avoir du respect et même commencer à se dire peut-être finalement c'est le même combat. Oui. Mais c'est pas achevé. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on va voir un peu les gens du quartier sur les gilets jaunes, on va reconnaître que les gilets jaunes, on s'y retrouve un peu là-dedans, mais on n'est pas arrivé à faire le basculement. Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à faire en sorte que... Moi je parle des quartiers parce que c'est ce que je vois, mais en fait, pourquoi les syndicalistes? Pourquoi les paysans? Pourquoi les infirmières? Moi, ce qui m'a le plus tué, c'est les infirmières. C'est-à-dire, on va à l'hôpital, elles disent qu'elles sont en crise, qu'elles n'en peuvent plus, mais elles n'ont jamais mis un pied le samedi. Après, les pompiers, culottés aussi les pompiers. Ah genre la menace à Macron, c'est de dire on va rejoindre les gilets jaunes. En fait, on est devenu conscient de tout le monde. Et au final, à part les écolos qui s'en sont bien sortis, parce que je trouve que dans le mouvement, il y avait une hypocrisie de certains qui ont tiré vers ça. Je trouve qu'au mouvement, en fait, les gens, ce qu'ont vécu les jeunes de quartier, en fait, les gilets jaunes l'ont vécu à travers le reste qui ne sont pas venus. Et c'est la plus grosse difficulté. C'est pour ça que moi, j'aime bien dans cette dynamique que tu essaies de mettre en place. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il y a eu beaucoup de dynamiques qui ont essayé d'être mises en place en 30 ans. J'en ai assisté à beaucoup. Et toujours le fond était bon. Toujours le fond et l'objet étaient bons. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est bon. Mais les gens sont tellement devenus incultes sur l'histoire. Et on voulait faire la révolution, mais sans connaître 1068, sans connaître la Révolution française, sans connaître les enjeux, sans connaître les réalités du politique, comment il divise. On a voulu rester tout seul. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on est tous en train de parler de convergence? Et tous ceux qui ont parlé de convergence au début, on les a crucifiés. Ensuite, on parlait de paix. Je sais pas, moi, il y a eu des gens comme Gandhi, mais d'autres, qui ont montré que Nelson Mandela, et encore d'autres, je veux dire, qui ont eu à affronter des systèmes tyranniques. Qu'est-ce qu'on parle, nous, que de violence? Et du coup, on veut détruire un système, mais on n'a pas du tout les outils. Et donc, peut-être que ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui s'inscrit dans le temps, sur le champ politique aussi, parce que c'est là que la bataille, elle se joue, aux périodes électorales en tout cas. Parce qu'une fois que les périodes sont finies, il nous reste toujours à mener des actions dans la rue et tout, mais pendant les périodes électorales, c'est plus intelligent que tous les gilets jaunes votent pour une liste pour les faire perdre, plutôt que de bloquer tous les bureaux de poste. Et bien la mentalité des gilets jaunes, c'est pas bloquer les bureaux de poste, au lieu de voter pour une liste. Et bien, ça veut dire que si on veut changer ces mentalités-là, c'est un vrai problème. Donc les gens, ils nous regardent, et ils vont tous avoir un avis, tous, etc. Mais quand on appelle à une réunion concrète, par exemple, il y a beaucoup de Vaucluse qui ne sont pas là. Alors des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'ils veulent? J'étais au rond-point. On est 500. Il y a des policiers. On n'arrive même pas à aller sur la route tellement on a peur. Moi, je suis arrivé, je dis, non, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? On y va sur la route, on s'en fout. Ben non, ça a changé. Ils ont fait peur, même aux plus téméraires des gilets jaunes.
Donc ça veut dire que c'est plus par la rue qu'on va gagner. Si on veut gagner par la rue, il ne faut pas avoir peur de 3 voitures de gendarmes. Tu as peur de l'armée, tu as peur de tirs à balles réelles comme à Hong Kong, comme en Iran, mais en France, tu n'as pas de balles réelles, tu n'as pas tout ça, et la majorité des gens, ils ont peur. D'ailleurs, je n'ai rien fait, parce que moi, je voulais y aller sur l'autoroute. Abdel, s'il te plaît. On va bloquer la 80, ça veut dire 1000. À 40. S'il te plaît. S'il te plaît. On s'est vu sur le thé. Tu te souviens? Pardon. On a parlé tous les deux, toi et moi. On a pu discuter un petit peu. Avec quelques-uns, on a voulu y aller sur la route. Oui. Je me suis fait brider. Je sais. Qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? Quand des gens de chez nous te disent... Mais je disais juste l'état des lieux. C'est-à-dire il faut que les gens, c'est surtout aussi pour ceux qui nous regardent, on ne pourra pas gagner par la rue. Parce que si on veut gagner par la rue, à l'heure actuelle où on est, ça veut dire qu'il faut prendre des armes. Et les gens ne sont pas prêts à prendre des armes. Donc si on n'est pas prêt à prendre des armes, soyons intelligents. On continue à faire des mobilisations, il faut continuer à occuper le terrain, mais il faut surtout l'essentiel, c'est-à-dire des mouvements politiques qui aillent détrôner ces gens-là, parce qu'on est capable. Mais bien sûr qu'on est capable. Ben c'est ça qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux gens. C'est là l'enjeu. Que même les gens qui ne nous aiment pas ou quoi, ben, votez au moins pour nous. Ou à moins que vous nous détestiez encore pire, plus que le gouvernement. Ben après, on s'est eu poser la question pour les européennes. Hein. Voilà. Voilà, moi je ne comprenais pas qu'un jeune appelle à ne pas voter jeune. Voilà, je pense que les gens n'ont pas compris à ce moment-là que c'était une histoire de répartition, que c'était pas des présidentielles et qu'on ne votait pas entre deux candidats. Alors aujourd'hui, les gens en ont pris conscience, mais bon, c'est trop tard. Peut-être que c'était trop tôt pour leur ouvrir les yeux, mais au moins on aura essayé. Mais la leçon que moi je retiens, parce que je retiens jamais du négatif d'une leçon, la leçon que je retiens des européennes, en ayant été seconde de la liste, c'est que 126 000 personnes qui ont voté jaune, malgré les gens jeunes, qui se disent jaunes, pardon, et qui ont voté, qui ont appelé à ne pas voter jaune, 126 000 personnes, c'est énorme. Est-ce que vous voyez 126 000 personnes sur le rond-point? On ne les voit plus, ces 126 000 personnes. Mais ça veut dire que dans le bureau de vote, ils y étaient, les 126 000. Donc quand je vois par exemple des petits articles de pacotille de nos journaux locaux qui essaient de nous mettre en porte-à-faux et de nous faire du mal ou d'écorcher notre nom par rapport à cette liste européenne, et là je parle de Vaucluse Matin, parce que moi je m'en fiche, Vaucluse Matin, je m'en fiche des médias en général. Je me dis mais ils n'ont rien compris. Ça veut dire que dans l'urne, il y avait 126 000 personnes quand même. C'est énorme. C'est énorme. Je ne pense pas qu'il y ait eu 126 000 personnes qui aient lu son torchon en revanche. Donc, moi, ma leçon, elle est positive de la liste européenne. Elle est positive. Et puis surtout, ça m'a permis de voir sur qui je pouvais compter. Voilà, sur qui je pouvais compter, tu le sais. D'ailleurs, tu en faisais partie. Hein, tu m'as aidé pour les affiches, etc. Tu n'étais pas obligé. Voilà, donc... et c'était ça l'entraide et la solidarité. Et c'est ça qu'on recherche. Ça veut dire que même ceux... qui disaient, bon, mais moi je ne vais pas voter Alliance Jaune parce que j'ai une autre liste citoyenne de cœur, ça ne les a pas empêchés de venir m'aider, récupérer des affiches, aller les coller pour moi. C'est ça la solidarité. Non mais, c'est ça la solidarité. C'est pas dire, non, je t'aide pas parce que moi... Non, on le fait avec le cœur, on est là pour l'entraide. Est-ce que moi, lorsque je suis allée défendre gratuitement, comme Farid, un gilet jaune, je lui ai demandé de quel parti politique il était. Non. Mais ça aurait été horrible de ma part d'ailleurs. C'est où je vais défendre ou je ne vais pas défendre. Ça, c'est un engagement que j'ai pris de le faire gracieusement pour tous les gilets jaunes qui étaient interpellés. Donc, j'ai fait les gardes à vue, j'ai fait les comparutions immédiates, j'ai fait les audiences de jugement. Je suis allée sur les ronds-points lorsqu'il y avait des démantèlements de cabanes ou des tentatives d'interpellation. Mais vous vous rendez compte, j'étais arrivée en disant non mais oui mais toi tu vas voter jeune ou pas? Parce que si tu votes pas jeune, moi je te défends pas. Ou alors de quel bord tu étais avant? Ou de quel bord tu es? Non, j'ai joué la solidarité pour tous. Et c'est ce que d'autres ont fait pour moi aussi, pour la liste européenne. Ils ont joué la solidarité pour moi en retour.
Ils ne se sont pas demandé qu'est-ce que moi je vais voter demain. Non, c'était Sophia, elle a besoin d'un coup de main, ben, on y va. Par contre, eux, quand ils avaient un coup de main, Sophia, elle était là aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Saint-Père Fidélis. On essaie vraiment de voir un mouvement solidaire. Voilà, solidaire. Et on peut s'inscrire dans... C'est prévu de s'inscrire dans des dynamiques électorales, politiques. Là, par exemple, il va y avoir des échéances qui vont arriver. Peut-être ça fait court, mais j'aurais trouvé que ça aurait été culotté et bien d'avoir une liste au municipal, par exemple. Mais on a Farid qui en a une, je crois. Oui, Voilà. sur Avignon. On va dire que c'est Non, c'est sous ton contrôle, hein. Non, on est en train sur Avignon de travailler avec des citoyens, des gilets jaunes, donc Pascal, Pardelli, je crois, c'est là. Pascal, et d'autres, on est en train d'écrire avec les citoyens un projet pour la ville d'Avignon. Ça s'appelle Avignon citoyenne et populaire. Il y a un site internet, c'est un site participatif, et il n'y a aucun logo de parti. Les gens, ils viennent d'où ils viennent de partout, et l'idée réellement, c'est de porter la claque qu'on a pris avec les Gilets jaunes, parce que moi je dis on a pris une claque collective, c'est l'engagement que nous on prend, donc on est en train de l'écrire. Début décembre, on aura un local avenue Saint-Ruf, et de toute façon on vous invitera, et on vous invitera aussi à participer à l'écriture, et d'ici fin décembre on aura écrit un projet, mais le projet il aura aussi vocation à évoluer, mais réellement la claque jaune qu'on s'est prise, c'est la démocratie. C'est notre pays, en réalité, il n'est pas si démocratique que ça. On donne des leçons à tout le monde, mais sur les questions de démocratie, sur les questions... On n'a jamais pris l'avis des Avignonnais, on change le sens des rues sans demander, et après, quand on a changé le sens des rues, on fait une réunion. Donc, Cécile, elle a fait ces derniers mois un peu n'importe quoi, elle navigue à vue, mais il faut arrêter avec ces politiciens professionnels il faut agir dans l'intérêt des citoyens. Et si l'élu n'agit pas dans l'intérêt des citoyens, il n'a qu'une seule solution, c'est démissionner. C'est ce qu'on demande à Macron d'ailleurs. C'est ça. Et ça veut dire qu'il tasse. Voilà. Il va y avoir qui, c'est ça le problème. Oui. Parce que ça sera peut-être pire si on se Ah non, voilà. on soutiendra peut-être une candidate locale. On soutiendra peut-être une candidate locale. Henri, est-ce qu'elle se Non, ça fait représente? beaucoup de boulot. Ou alors, il faudrait vraiment que je lâche un job Voilà, pour aller déboulonner. dans un autre, mais c'est pas un job qui me plairait. Ça, je l'avoue, ça me plairait. Le terrain, oui. C'est-à-dire que moi, je préfère, par exemple, prendre ma voiture et aller distribuer des choses aux sans-abri, plutôt qu'être dans mon bureau et dire, bon alors, voilà ce qu'il va falloir faire pour les sans-abri. Et d'ailleurs, ça commence quand les maraudes? Elles On va l'action. Elles ont commencé les maraudes. Oui, D'accord. oui. Ah oui, comment C'est quand les maraudes? Ouais, moi aussi, j'aimerais Alors, savoir. ben, justement, on m'a mené des choses aujourd'hui. Ouais. Et donc là, il va falloir que je vois avec les membres et les adhérents à quel moment on va les distribuer, qu'on soit tous dispo en même temps. On se dispatche dans les rues en fait. Si vous pouvez nous l'indiquer sur le... Oui, bien sûr. Oui. Alors il y avait... On le fera sur la page. Il y a une technique juste pour les distributions, pour ne pas galérer justement. Oui. Nous on a fait ça pendant 5 ans, pendant 5 mois, chaque année. En fait, c'était tout devant le parking de la gare. C'est-à-dire on donne le lieu, ils arrivent tous. Il faut compter entre 100 et 110 personnes. Et si on mange 2 fois, ça fait 200, 200. Et si on n'a pas ces quantités-là, peut-être alors, là où il ne faut pas donner rendez-vous, il faut essayer de repérer ceux qui dorment vraiment dehors. Parce que les 3/4, ils ont des solutions, un tiers dort dehors, un tiers dans des squats, des sous le pont et tout ça, et un autre tiers ont un appartement, mais ils n'ont que l'appartement. Ils n'arrivent pas à payer les repas et tout. Et il y a tous les âges, ça va des jeunes de 14 ans, des migrants, jusqu'à des gens de 70 ans qui nous disent qu'ils économisent 150 € en venant manger. Par exemple, nous, quand ils venaient tous les jours, ils économisent 150 € par mois et ça les aidait pour se chauffer. Voilà. C'est juste pour l'histoire du lieu, c'est important, c'est épuisant sinon. Tourner dans les rues, ne pas trouver, Alors, chercher. c'est vrai, c'est dommage, tu me le dis que maintenant, parce que moi, toutes les années, je faisais ça. Je mettais des postes de stop. C'est qu'on m'identifie quand on voyait un sans-abri et me dire quel l'endroit.
Par contre, c'est sûr que déjà, rien qu'en allant à la rue de la Rep, j'en avais plein à Avignon. Sorgue aussi. Sorgue, il y en avait aussi pas mal. Il y en avait côté l'île de la Barthelasse. Effectivement, des fois. Voilà, c'est ça. Donc, ce que tu faisais, je le faisais. C'est dommage, je ne te connaissais pas avant parce que. On le donnait aux animaux. Il faut penser aussi pour les chiens. Oui, alors ça, je l'ai déjà fait aussi, les croquettes. Je sais. On lui donnait des poulets dans l'association, on ne comprenait pas. Par contre, j'y allais seule avec mes enfants parce que je trouvais jamais de personne pour y aller avec moi. Ah, vous savez que c'est. Pour aller où? Le soir, quand je les distribuais, j'allais seule avec mes enfants. Sachant qu'on a. C'était limite parfois. C'est interdit sur Avignon, sachant. Moi j'ai reçu 4 500 € d'amende. Encouragement à la mendicité. Oui, mais alors ça, il faut le contester. Il y en a un qui a eu 10 000 € qui a payé. Oui, j'ai vu. Ah oui, oui, oui. Comment? Ils sont. Est-ce que j'ai des questions qui ont été importantes sur le net? On y répond avant de clôturer le live. Une lettre? Président, merci. Ça me déplairait pas du tout. Alors ça a été servi, ils se sont fait enfermer à l'intérieur parce que les agents des impôts ont baissé les grilles. Ils sont tous embarqués par les flics 1 heure après. 2 fois, voilà. Ça s'est fait 2 fois. Une fois en décembre l'année dernière, une fois en février cette année. Ah oui. Je crois qu'il y a monsieur qui me posait une question aussi. Fait connaissance maintenant. Bon, je pense que j'ai subi une intervention chirurgicale. Ah, et donc Daniel me connaît, notre ami là-bas. Bon, et je connais pas mal de visages. On a animé les débats sur le secteur d'Orange. On a donc amené des contributions. Elles ont plus ou moins été entendues, puisque certaines ont été reprises par les hautes autorités là-haut. Bon, mais entre le moment de les avoir entendues et les appliquer, c'est une autre histoire. Ceci dit, j'ai beaucoup souffert de l'incohérence de notre démarche, le manque d'organisation qui nous a valu quand même pas mal d'échecs. Il faut avoir le courage de le dire, et ça n'est dirigé contre personne, mais je crois que tout le monde, quand on est dans une équipe, il faut tous qu'on fasse des efforts, et il faut qu'il y ait des décisions qui soient collégiales. Bon. Mis à part cette remarque, j'ai plusieurs questions à soulever. Premièrement, la question de pas l'intériorité, mais lorsqu'on prend des décisions politiques, est-ce qu'on peut revenir sur les décisions existantes déjà, c'est-à-dire faire appliquer la clause de rétroactivité. Comment ? Rétroactivité. Donc en droit français, normalement, notamment en matière sociale, on ne peut pas revenir. Mais dans certains cas, la justice contourne cette règle qui est anticonstitutionnelle, puisque normalement la rétroactivité n'existe pas, hein, sauf pour les impôts, à ce que je sache. Donc effectivement, cette question-là devrait être soulevée, parce que le problème des retraites, ce problème-là va être posé, notamment sur les retraites complémentaires. Bien. Et on sait qu'à chaque fois que l'État a pris des engagements, il ne les a jamais tenus, que ce soit en privatisant les boîtes, que ce soit dans tous les domaines, mais en particulier sur les privatisations des entreprises. Un certain nombre de garanties avaient été apportées, par la droite comme par la gauche d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, on n'en tient plus du tout compte, on a déjà oublié. Bon, derrière, il y a les statuts des gens, il y a l'évolution. Moi, je suis cadre du pétrole, donc j'étais au statut du mineur. J'ai vu pour les mineurs comment on a louvoyé pour finalement arriver à nous passer dans le régime des générales et à abandonner un certain nombre de nos acquis. Ce qui était totalement inadmissible. Bien. Donc, premier problème, poser le problème de la rétroactivité sur les avantages acquis.
C'est le premier problème. Le deuxième problème sur les retraites. Dans le débat national qu'il y a à l'heure actuelle, on veut faire un système universel. Bon, alors l'idée, elle peut être séduisante, mais on sait que cette idée, elle est surtout guidée par le fait de récupérer tous les fonds qui sont dans les caisses de retraite complémentaires pour pouvoir boucher des trous, puisqu'on a repris des régimes déficitaires, et finalement aligner tout le monde sur le bas, et non pas sur le haut. La solution, et moi j'y ai longtemps réfléchi, la solution qu'on pourrait proposer, c'est dire chiche pour le régime universel, donc les caisses de retraite complémentaires versent ce qu'il faut pour assurer la pérennité du régime général en fonction du nombre de leurs ressortissants présents et futurs, mais au-dessus, chaque secteur d'activité garde son système professionnel ou corporatiste. Et ça, personne au niveau politique ne l'a avancé. C'est-à-dire qu'on s'est aligné sur un truc, on met tout le monde dans le même panier et on roule ma poule, comme on dit vulgairement. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, la solution pour essayer de contrecarrer la position du gouvernement, à l'heure actuelle de Macron, c'est de dire, voilà, oui, un régime universel applicable à tous, en fonction du nombre de contribuants, en fonction de l'évolution des professions, etc. Mais on ne vide pas la caisse totalement. Le reste, ça reste au régime professionnel ou voilà. Et ça, c'est une façon de dégager et de mettre le gouvernement en porte-à-faux. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune proposition cohérente qui est avancée. Alors moi, je vous soumets cette idée. Hein. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord. Mais en tout cas, c'est certainement le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire barrage au bourrage de crâne qu'on opère vis-à-vis de la population en disant vous en faites pas, il n'y aura pas de perdants. Il n'y aura que des perdants dans l'affaire. Pour une raison ou pour une autre. Les régimes spéciaux, les professions libérales, etc. Voilà. Voilà, une fois que les caisses seront vides, on nous dira bah maintenant on ne peut plus maintenir la valeur du point, parce que ça, c'est le troisième problème. La valeur du point, si elle est mise dans la Constitution et qu'il y a une garantie par rapport à l'évolution du coût de la vie, ok, mais le gouvernement ne s'engagera pas là-dessus, parce qu'il sait très bien ce que ça veut dire. Et alors, une autre chose qu'on peut critiquer du gouvernement, et des gouvernements précédents, c'est que normalement, toute la fonction d'État, tout ce qui est ressortissant des secteurs publics et nationalisés, l'État aurait dû verser dans un pot systématiquement les cotisations de retraite pour ces personnes, hein, de manière à ce que lorsque les gens partaient à la caisse, les fonds étaient alimentés. Or, par rapport au privé, c'est ce qu'on a fait. Mais par rapport au public, l'État a continué de vivre comme il vivait avant. Puis aujourd'hui, il faut tant de milliards pour ceci, tant de milliards pour cela, etc. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. On vire au jour le jour et on sort des fonds publics, hein, des recettes de l'État et des dépenses. On dit voilà, on va puiser tant d'années pour tel secteur d'activité. Donc ça, il faut y mettre un frein. Et que l'État soit obligé aussi de cotiser. C'est-à-dire qu'il y a une caisse spéciale pour toutes les professions qui relèvent de son secteur d'activité dans le cadre des activités réganiennes. Alors voilà, ça c'est un quatrième volet qu'on devrait pouvoir mettre en exergue dans nos publications, dans nos prises de position, parce que l'opinion publique, elle attend qu'on donne du concret. Ils ont essayé de nous enfumer. Ça fait partie de... Ça y est, hein, dans la liste des doléances, hein, ça y est. Voilà. Et je pense que surtout ce régime à deux vitesses, hein, un régime de base universel pour tout le monde, mais au-dessus, chaque profession garde sa spécificité avec, parce que tout le monde n'a pas les mêmes revenus dans les professions. Il y a des professions qui peuvent cotiser plus fort, il y en a d'autres qui peuvent moins. Et bien à ce moment-là, si tout le monde a un minimum qui est garanti, après, chaque secteur applique la politique qu'il veut. Alors moi je suis d'accord avec monsieur ce qu'il dit parce que je suis dans la fonction publique hospitalière et ce que vous dites aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, il y a des personnes qui sont parties à la retraite depuis 1 an et qui sont obligées de revenir travailler sur le lieu de travail parce qu'ils ne s'en sortent pas alors qu'ils ont travaillé plus de 40 ans. Et ça je trouve que c'est inadmissible. Donc comme vous dites, c'est vrai. Donc que ce soit dans la fonction publique, que ce soit n'importe quelle fonction, mais voilà, c'est honteux. Et de travailler de nuit, de remonter de 1 euro. Je pense que si après